Bonjour, salam alaikum. Asma, اليوم باش نتكلم بالسوري. Désolé. Enfin, désolé. La plupart du temps, je parle en français. Asma, باش نحكي لكم على Carthage, على la destruction de Carthage. J'ai envie de vous parler de la destruction de Carthage, mais la destruction de l'an 703. C'est la destruction définitive, lorsque Carthage ne se remettra jamais plus. Alors c'est un peu une énigme historique. Pourquoi Carthage, qui s'est toujours remise, ne se remettra pas de la destruction de l'an 703? Et je vous en parle parce qu'il y a un lien avec notre pays, dans l'actualité. Alors je vais vous le dire très rapidement, la destruction définitive de Carthage est due à son absence de vision politique. Carthage n'a pas voulu être une cité continentale, n'a pas voulu être une cité impériale, n'a pas voulu s'occuper, disons, de politique mondiale à l'époque. Lorsque Constant II ou Constant III, je ne sais plus lequel, qui était donc l'empereur de Constantinople, lui demande de soutenir une base militaire à Syracuse en Sicile, Carthage, j'ai pas envie de vous financer. Et donc, elle n'a pas signé d'alliance, et quand elle sera en guerre, quand elle devra faire face à des conquérants, elle va se retrouver seule, sans soutien ni des Byzantins, ni des Siciliens, ni même des Berbères. Parce que même sur le continent, elle n'a pas été une cité continentale. C'est-à-dire que c'est une ville marchande. Marchande au sens méprisable du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'argent qui compte. Carthage était la province la plus riche. Elle avait une agriculture prospère, elle avait des ressources, elle avait une navigation extraordinaire, avec des bateaux qui partaient en toute rapidité, dans tous les sens. Pensez uniquement à la baie de Tunis, au local Ténès, c'était donc la garnison de Ténès. La flotte marchande pouvait aller de tout moment, il n'y avait pas que le port de Carthage. Et donc il y avait une mobilité, une facilité qui nourrissait, qui exploitait en tout cas l'agriculture, la richesse agricole de Carthage, les ventes commerciales, etc. Et donc Carthage ne s'occupait que de sa prospérité. Et lorsqu'il y a eu des conquérants, entre autres quand il y a eu les premiers conquérants arabes vers l'an 656, que fait Carthage? Elle paye. Elle paye et elle se dit, j'ai la paix. Non, Yahouya, non, 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 non. Tu payes mais je reviens. Yani, tu payes, tu me donnes l'appétit. Tu payes, ça m'aide à me renforcer. Et c'est ce qui se passe avec les troupes omeyyades. Les troupes omeyyades sont aux portes de Carthage. Et Carthage, pour éviter le combat, paye des tributs. Et ce tribut sert à renforcer la présence des Omeyyades à Takirouan, Qayraouan, qui est donc une ancienne cité punique qui va devenir un lieu de garnison arabe et qui sera plus tard la capitale, une grande capitale, en tout cas une grande cité, capitale du monde musulman. Et donc, en payant, Carthage renforce la position des conquérants. Et les conquérants sont venus de Syrie, d'Égypte, de Libye, et peu à peu, ils établissent des postes à Berka, je perds le nom. En tout cas, ils ont des postes militaires importants. Ils renforcent ces postes militaires et ils préparent la conquête. Et c'est ce qui va se passer en 695. Les troupes omeyyades comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, je m'excuse, je ne devrais pas, mais avec l'âge, je perds la mémoire, je m'excuse. Hassan ibn Nu'man attaque Carthage. Après un siège de 3 ans, la cité tombe, et puis entre 798 et 703, il y a des tentatives de reprise, il y a des luttes, et puis finalement, Carthage va sombrer définitivement en 703, en 702,
Le successeur de Hassan ibn Nu'man s'appelle Moussa ibn Nusayr, qui lui va avoir une toute autre politique. Il va pactiser, il va comment dire, il va user de diplomatie. D'abord, il ne va pas s'établir à Carthage, parce que Carthage est en ruine. Il y a peut-être une peste, une maladie. Il y a quelque chose que les historiens doivent rechercher. Bon, on n'a pas trop fait de recherche sur les raisons de la chute définitive de Carthage. En tout cas, dans les raisons, il y a ce refus de faire des alliances, autant en Méditerranée, autant sur le territoire. Parce que Carthage subissait des attaques de tribus berbères, et ces attaques concernaient une population de 7 000, 10 000 soldats qui attaquaient, et puis finalement, on finissait toujours par un arrangement. Il y a des anecdotes assez croustillantes sur les fameuses attaques. Bon, j'ai le souvenir d'une d'entre elles, c'est que j'ai oublié les noms, hein, je peux vous donner les noms, je fais ça par mémoire. Et il y avait un des attaquants qui arrive, et le souverain de Carthage lui dit, bon écoutez, on va faire la paix des braves, un peu ce genre-là. Et il négocie, il leur donne à boire, et on fait la paix, on arrête l'assaut sur Carthage, et une fois qu'ils sont sous, l'armée byzantine de Carthage, byzantine, les attaque et les réduit à néant. C'était vers l'année 670, 671 je crois, ou 681, ou 672, je sais plus, mais en tout cas c'est un événement historique assez intéressant. C'était un rebelle qui menaçait grandement la cité de Carthage, et puis Carthage a eu très très peur, donc elle négocie avec l'assaillant, elle donne à boire et à manger. Une fois qu'ils sont complètement sous, les soldats byzantins attaquent les guerriers berbères et les réduisent à néant, et on en finit avec cette fameuse attaque. Donc pour vous dire que Carthage a toujours été attaqué par des tribus qui venaient la menacer, et c'était toujours des attaques de 7 000 à 10 000 personnes. Mais là, avec Hassan ibn Nu'man, il y a 40 000 soldats. Donc c'est une toute autre dimension, et ce sont des gens qui ont des arrières solides, c'est-à-dire qu'ils peuvent se replier sur Kairouan, qui ont des alliances de tribus, et donc Carthage se retrouve seul, sans alliance extérieure et sans alliance intérieure. Donc c'est une raison. Et quand je vous ai dit que la chute de Carthage est liée à des raisons politiques, c'est que Carthage ne voulait pas jouer son rôle impérial. Elle voulait uniquement jouer son rôle pognon. Atini Vlous, je vends, ma prospérité, mon commerce. Mais quand Hassan ibn Nu'man prend la cité de Carthage, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les installations portuaires. Donc, il n'y a plus de secours, et il n'y a plus de navigation, et il n'y a plus de commerce. Évidemment, lui c'est un bédouin, il vient d'Arabie. Et donc, il a touché le cœur de la prospérité de Carthage en détruisant les infrastructures portuaires, en contrôlant Tunis, la garnison, etc. Alors, il y a bien sûr d'autres raisons dans cette chute définitive de Carthage. C'est la chute de Carthage, mais c'est la chute finale de Carthage. Il faudrait que je reprenne mon bouquin pour vous dire quelles sont les raisons. Maintenant, je m'en souviens plus. Je croyais que c'était acquis. Comme j'ai rien noté, je parle un peu comme ça. Attendez, je vais peut-être reprendre mon bouquin, et peut-être que les souvenirs vont me revenir en regardant mes textes. Alors, je vous ai parlé de Hassan ibn Nu'man, qui lui a une stratégie militaire. Il renforce les postes militaires. Ça a été la stratégie. Et une fois qu'il a renforcé les postes, il va attaquer toutes les oppositions. Et une fois qu'il s'est installé à Kairouan, et à Kairouan et à Carthage, il demande maintenant qui sont les rebelles, qui dois-je combattre? Donnez-moi les noms des rebelles. Et on lui donne entre autres le nom de la Kahina. On lui dit que la Kahina ne parle que d'unir les tribus, donc c'est une femme dangereuse. Et donc il se dit, ben, donnez-moi la Kahina, je vais la réduire. Et toute la vie de Hassan ibn Nu'man va en parallèle avec le récit de la Kahina. Bon, il faudrait que je vous passe une page uniquement sur ce sujet.
Et Hassan ibn Nu'man meurt en l'an 700, on ne sait pas exactement comment, et la Kahina est décapitée en 702 ou 703. Elle s'était réfugiée à Tisdrus, dans le château de Tisdrus, qui n'est autre que l'amphithéâtre d'El-Jem. Et elle est assiégée par les troupes omeyyades qui tiennent le siège pendant 3 mois. Et après 3 mois, la Kahina sort des poissons et il se douche, il s'arrose pour montrer que vous ne nous aurez pas. Et c'est ce qui va se passer. Donc les omeyyades vont lever le siège et la Kahina va s'enfuir avec un groupement d'hommes. Va s'enfuir, elle s'en allait vers les Aurès. Et là, elle est rattrapée par les Omeyyades qui la reconnaissent très vite. Une femme portée par des guerriers ne peut être qu'une femme importante, et donc ils vont l'arrêter et ils vont la décapiter dans un lieu qui s'appelle Bir el-Kahina. Voilà. Donc après Hassan ibn Nu'man qui meurt en 700 pardon, Hassan ibn Nu'man arrive. Non, Hassan ibn Nusayr arrive et lui a une toute autre politique. Il est en admiration par rapport à la culture berbère, nord-africaine, il admire leurs monuments, il admire leur culture, il admire leurs hommes, et il dit que ce qu'il apporte ce n'est qu'un plus, que n'est qu'un bien, que les enfants de la Kahina se sont convertis à l'islam, que Qusay est aussi au paradis avec les musulmans, que et donc c'est une manière de conduire les populations nord-africaines, de leur enlever l'esprit de revanche, qu'il va conduire dans une nouvelle idée de conquête de l'Afrique du Nord. Donc c'est un grand personnage qui n'a pas été assez étudié et qui sera le conquérant de l'Afrique du Nord. C'est aussi donc un grand général, le conquérant de l'Afrique du Nord. Il ira jusqu'aux Ibères. Et ensuite, vers l'an 715, il sera rappelé par le calife de Damas, qui craignait, parce que vous imaginez, la colonie est devenue plus puissante que Damas, que l'empire de Damas, que la capitale de Damas. Et donc, il s'inquiète, il le rappelle, et lui, il retarde un peu son retour, il la sent un peu mauvaise, mais malgré tout, il revient avec un immense trésor, croyant satisfaire le calife de Damas. Et le calife de Damas a l'impression qu'on l'a doublé dans la gloire, puisqu'il revient avec tant de fortune, tant de richesse. Et alors, la jalousie, de l'orgueil, il est donc condamné à mort, il est condamné à être crucifié. Mais bon, on va l'épargner, et il va mourir dans la misère avec son adjoint, qui n'est autre que Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, c'est celui qui va donner son nom au détroit de Gibraltar, je ne me trompe pas, j'espère, au détroit de Gibraltar, et qui est donc supposé être le conquérant d'Espagne, et qui lui aussi va mourir de misère. Donc ces gens qui ont laissé leur nom dans l'histoire ont parfois terminé de mauvaise manière. Alors je revois un peu mon bouquin, si peut-être que je trouve une inspiration. Alors, Moussa ibn Nusayr finalisa la conquête de Carthage. Il ne s'installe pas dans la cité en ruine, mais occupa la bourgade voisine de Ténès, ancienne garnison militaire, située sur un site naturel stratège, protégé entre collines et plusieurs sorties maritimes. Moussa ibn Nusayr fut le grand général. Il n'affronta pas les cultures locales, il les assimilait pour mieux les conduire. Le général de conquête exprima son admiration pour la culture, les valeurs berbères. Al-Maliki rapporte qu'il se prosternait devant les monuments en ruine pour pleurer une civilisation révolue, Talbi. Il s'appuya sur les tribus berbères pour asseoir son pouvoir, renforcer son armée, poursuivre la conquête et détourner la colère des Africains vers de nouveaux objectifs de conquérants. Alors, qu'est-ce qui fait aussi l'échec de Carthage? C'est bien sûr la diversité, le morcellement, la désunion,
les solitudes qui ont facilité la conquête arabe. Les solidarités se limitaient à quelques serments d'accords, de pactes ou d'engagement des tribus pour jurer un objectif. On jure un pacte, on jure un objectif, d'accord? Ça, c'était l'arrangement des tribus. Mais il n'y avait pas d'unité entre toutes les tribus. D'ailleurs, la Kahina a essayé, elle a échoué. Et c'est pour ça que les Omeyyades et plus tard les Arabes, les Hilaliens, etc., ont conquis l'Afrique du Nord assez facilement en raison de cette mésentente. Je vous rappelle ce que disait Ibn Khaldoun. La seule chose sur laquelle, enfin il dit les Arabes, mais je ne sais pas s'il dit les Arabes, mais il entend les Berbères, les Nord-Africains, la seule chose sur laquelle ils se sont entendus, c'est de ne jamais s'entendre. Et le fait de ne se pas s'entendre, ils n'ont jamais composé un bloc uni, solidaire, défendeur, ils se sont vendus à l'étranger, etc. Et bon, c'est vraiment une conduite permanente de l'histoire de Tunisie. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu d'unité et quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, il y a toujours eu des oppositions et c'est justement la diversité des systèmes sociaux de la Tunisie, de l'histoire de Tunisie. C'est-à-dire que le modèle que l'on voit ici au 8e siècle, eh ben, il sera décrit intégralement par Ibn Khaldoun au 15e siècle. C'est-à-dire, il y a la société des cavernes, la société des sans-maisons, la société des montagnards, les gens des plaines. Donc, ils ont tous des modes de vie très différents. Alors, en Ifriqiya, les Omeyyades, l'autorité omeyyade ne fut pas souveraine. Elle pillait les villes imposées de paiement et se tenait aux fonctions militaires. Elle n'occupait pas, ne construisait pas, ne gouvernait pas. Il n'y a pas eu de conscience collective pour mobiliser les tribus contre un ennemi extérieur. La chefferie fut laminée, les hommes réquisitionnés au service du conquérant, les cités antiques ruinées, abandonnées, finissaient par disparaître. Au déclin démographique succédait la fin des cités, la chute de Carthage et la fin de Carthage. Voilà, c'est à peu près... bon, il y a d'autres parties, d'autres paragraphes qui sont intéressants. Qu'est-ce que ça m'inspire encore? Donc, il y a le personnage de la Kahina, qui a eu des pratiques incomprises, mais bon, la Kahina mérite une page à elle toute seule. Au contraire, la Kahina leur était impopulaire parce qu'elle pratiqua la terre brûlée. En coupant les arrières, en voulant empêcher le ravitaillement des troupes, la pratique incomprise, désapprouvée par les paysans et les princes sédentaires, ne retarda que provisoirement les invasions omeyyades en Ifriqiya. Après sa mort, Kahina fut reconnue l'éclairée, la prophétesse visionnaire. Voilà. Bon... Aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais je voulais juste faire un parallèle avec l'absence de politique. La politique, vous savez, c'est une stratégie d'État. Lorsque on sait ce que veut l'État pour le peuple, pour les citoyens. Quand on a un État qui ne sait pas ce qu'il veut pour son peuple, lorsque un État se dit « je veux rien avoir avec les empires », comme un certain vous dit « je ne veux pas d'ingérence étrangère », ça veut dire que quoi? Eux ne s'ingèrent pas dans tes affaires et toi tu ne t'ingères pas dans leurs affaires. C'est ça que tu veux, c'est ça. Eh bien c'est extrêmement nuisible. Il faut prendre ses responsabilités dans le monde et au 7e siècle, donc quand Carthage n'a pas pris ses responsabilités, un moment en 618, elle a failli devenir la capitale d'empire. Mais elle abandonna ce poste. Ensuite, nous avons eu le patrice Grégoire, qui aussi a voulu devenir l'empereur d'Afrique. Et puis finalement, tous ces gens ont renoncé au pouvoir impérial, au pouvoir royal, pour n'être que des souverains de cités. Et donc, les cités étaient autonomes, elles se jalousaient les unes des autres, elles se faisaient la guerre, elles se combattaient sur des futileries, et des combats de bataille qui, je vous disais, ne concernaient que 7 000 à 10 000 combattants. Mais là, quand il s'agit de guerre, c'était 40 000 soldats. Dans l'affaire de Carthage, nous avons eu 140 000 soldats.
qui ont fini par prendre la cité de Carthage. Donc vous voyez, c'est une autre dimension de puissance. Et Carthage ne s'est préoccupé que de sa richesse d'agriculture, d'exportation, de navigation, de commerce. Ça faisait la prospérité. S'il fallait, elle payait pour éviter la guerre, mais elle ne faisait qu'encourager l'agresseur, l'ennemi, qui lui se construisait pour revenir. Et Carthage n'a pas été une puissance militaire pour dominer le continent. Elle n'a pas eu d'autorité sur les Berbères. Donc elle était uniquement en tant que cité quasi autonome, riche, prospère, qui suscitait la jalousie, qui suscitait quelques agressions. Elle pouvait y faire face jusqu'au jour où un grand concurrent envahisseur arrive à ses portes avec une armée solide. Et là, elle n'a eu de soutien de personne. Alors, quand je dis qu'elle a eu le soutien de personne, bon, il y a eu une tentative d'essai, une tentative d'aide, celle des Byzantins qui, en 697, j'ai oublié le nom, il y a eu en tout cas une flotte byzantine qui est arrivée, qui devait débarquer à Monastir, et qui s'échoua au moment du débarquement. Et Ibn Khaldoun en parle, et il dit les Byzantins, il ne faut pas compter sur eux, ils ne savent même pas faire flotter une planche. Et donc c'est relatif à cet épisode où les Byzantins se sont noyés avant de toucher la côte. Donc Carthage s'est retrouvé bien seul dans son engagement. Voilà, donc leçon politique, il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. C'est anecdotique, hein. Et il faut quelqu'un de sérieux dans la gouvernance d'un pays. Ce sont toujours des gens d'expérience qui doivent savoir où l'on va. Et je crois que c'est très pertinent aujourd'hui pour la gouvernance de Tunisie. On doit savoir qu'est-ce que l'on veut, où l'on va, et arrêtons avec ces arguments d'autorité, Zama. On veut pas d'ingérence étrangère. Hein. Je veux pas que tu me touches le cul, s'il te plaît. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Prends tes engagements. Il faut voir l'avenir en face. Il faut prendre l'avis des autres. Il faut écouter. Il faut prendre des arguments. Donc, je m'excuse. C'est inconvenant, mais bon, allez, c'est pas grave. Je vous considère comme des amis. De temps en temps, je me laisse emporter. Comme il fait beau, il fait bien, alors voilà, je parle comme des amis, et je suis toujours dans le rythme, je vous raconte, hein, je vous raconte, donc, voilà. Donc il faut que cette leçon de Carthage, qui a été anéantie définitivement de l'an 703 jusqu'au 19e siècle, hein, on n'a fait qu'utiliser ses richesses, piller ses ruines, et donc ça a été définitif cette perte. C'est bien sûr lié aussi à la perte des cités antiques. Pourquoi est-ce que les cités antiques ont disparu? Ça aussi, c'est un autre point du déclin de Carthage et de la chute de Carthage, c'est que sous l'Empire, les frontières sont assurées aux frontières de l'Empire, au niveau de la mer et au niveau du désert. Il y a la porte du désert, donc là, il y a une surveillance. D'accord? Et lorsque l'Empire romain décline, cette surveillance n'est plus assurée aux frontières. Donc elles sont perméables et les envahisseurs peuvent passer sans qu'on s'en rende compte et les villes sont esselées. Je vous ai parlé tout à l'heure du patrice Grégoire. Je vous avais dit qu'il s'était disputé avec son cousin qui était l'exarque de Carthage. Et pourquoi s'était-il disputé? Parce que son cousin était devenu monophysiste. Et lui, Carthage, était diophysiste. Alors c'est quoi cette histoire de monophysiste et diophysiste? C'est la nature de Jésus-Christ. Parce que Carthage était chrétienne, oui. La nature de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle est mono, est-ce qu'elle est unique, ou est-ce qu'elle est bi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est Dieu, ou Jésus est à la fois homme et Dieu. Et les diophysistes distinguaient la nature de l'homme de la nature de Dieu. Donc quelque part, les diophysistes disent que Jésus est un prophète de Dieu. Et c'est pour ça que quand l'islam va arriver, les Carthaginois, qui sont très rigoureux en termes d'appartenance culturelle, vont adopter l'islam très facilement, puisque l'islam le dit immédiatement,
qu'il y a une nature duelle, que le prophète n'est pas un enfant de Dieu, que Dieu ne peut pas enfanter. Donc c'est fondamental. Et donc les diophysistes sont d'accord avec ça. Donc tandis que les Zacharia, les gens de Constantinople, eux, ils disent que Dieu et Jésus c'est la même personne. Et donc le patrice Grégoire ne veut pas faire la guerre. Il dit bon, c'est comme ça, je vais aller créer ma cité, ma capitale d'Afrique à Soufoutéla, qui est Sbeitla. Et donc il va aménager une ville magnifique, moderne pour l'époque, malheureusement, sans rempart. Eh oui, parce que sous l'Empire romain, les frontières étaient assurées aux frontières. Là, maintenant, les frontières n'existent plus, elles sont perméables, et nous avons une cité magnifique. Et donc, quand il y a les raids arabes, ils tombent directement sur une cité ouverte, ils attaquent directement le palais royal, ils attaquent directement les places du commandement, et les troupes arabes sont une sorte de... Comment on appelle ça, comme les Allemands, là, le Blitzkrieg, j'ai oublié comment on appelle ça, des attaques très rapides, mais très bien organisées, où on détruit, très rapide, on détruit le commandement, on attaque, on achève, on se retire, on place les archers, oui, ça ne me vient pas à l'esprit, c'est pas grave. Et donc, le Blitzkrieg, j'ai oublié. Et donc, même si le nombre était plus important des Ifriqiens, ils vont finir par être battus par les Omeyyades, qui étaient moins nombreux, mais beaucoup plus rapides, beaucoup plus disciplinés. Il n'y avait pas de rempart de défense, et donc Soufoutéla va tomber très très facilement sous les feux, enfin sous les armes, lors des batailles contre les Omeyyades. Voilà, donc c'est pour vous dire que les frontières étaient assurées, la sécurité était assurée aux frontières, et là maintenant, la sécurité doit être assurée aux villes. Et donc à partir de là, avec la fin de l'Empire romain, les villes sont esselées, jalousent leur pouvoir, et peu à peu vont établir des remparts. Et vous allez voir, toutes les cités de Tunisie, pratiquement toutes les vieilles cités, sont des cités avec des remparts. Celles qui n'ont pas de remparts sont devenues antiques, sont devenues des cités antiques qui ont disparu. Voilà. J'ai certainement beaucoup de choses à raconter, mais bon, je vais peut-être m'arrêter là. Et voilà. Donc, morale, prenons nos responsabilités politiques. L'histoire nous a montré que notre pays a été anéanti. Anéanti, je pèse mes mots, hein. Il a été anéanti, Carthage a été anéanti en raison d'une absence de politique. Et nous, ça fait longtemps qu'on ne prend pas nos responsabilités politiques. On ne change pas nos lois, on ne les adapte pas. On est en train de gérer, je ne sais pas ce qu'on est en train de gérer. Et c'est déjà le fait sous Ben Ali, je ne plaisante pas. C'est déjà sous Ben Ali, il tient uniquement quelques rênes du pouvoir, mais il y a un désintérêt total pour le reste. Il tient la sécurité, il donne une illusion de dictateur, et en fait il essaie... خويا هاني جايك سمعني هاني جايك. Ok, allez, je vais couper. Ciao.